Bon allez, on y va. Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. On est en 2023 et donc qui dit nouvelle année dit reprise de la chaîne. Donc, qui dit nouvelle année dit bien sûr reprise de la chaîne. Bon, peut-être que cette année on va s'y tenir. Pas vraiment d'excuses de pourquoi on n'a pas continué, juste la vie. La vie, cette sale race! Je vais pas faire la promesse de faire des trucs régulièrement. En tout cas, je vais juste faire la promesse d'en faire. Ça, c'est déjà bien. Donc pour cette nouvelle vidéo, on va s'attaquer à de nouvelles critiques. Mais cette fois-ci, on va pas s'attaquer uniquement à un seul film ou une seule série. On va s'attaquer aujourd'hui aux séries qui sont présentes sur Disney+, mais particulièrement aux séries Marvel. On va à peu près passer en revue toutes les séries Marvel, donner son petit avis, faire une petite critique et à peu près faire un état des lieux de ce que Marvel a proposé sur la plateforme Disney+, depuis le lancement qui date de novembre 2019 si je me trompe pas. Et on va essayer aussi d'émettre qu'est-ce qu'on aimerait voir sur cette plateforme. Bien évidemment, c'est une vidéo qui va énormément spoiler ou divulgacher, si vous préférez, les 8 principales séries Marvel. On va laisser de côté I Am Groot, qui est, comme son nom l'indique, une série sur Groot que j'ai pas pris le temps de regarder. On va notamment faire un classement dans l'ordre du pire au meilleur, de 8 à 1, 8 étant la pire série que Marvel ait produite et 1 étant la meilleure série. Et donc Disney+, c'est donc une plateforme de streaming qui a l'air de plutôt bien marcher, qui a été une des premières plateformes streaming à se lancer dans le lot depuis Netflix, je pense, en tout cas qui est arrivé en faisant du bruit parce qu'ils avaient un catalogue monstrueux. Notamment dessus, il y a les produits Marvel et les productions originales sous forme de séries. Dans un univers du MCU, donc comme son nom l'indique, le Marvel Cinematic Universe, le mot cinéma fait référence au cinéma en général. Et donc, il y avait cette nouvelle forme très attendue à l'époque de ils vont proposer des séries, mais qu'est-ce que ça va être cette dinguerie? Ok, boomer. Et donc, on fait actuellement cette vidéo début 2023 parce qu'on a eu un sacré lot de sorties qui ont eu lieu. Tout simplement, je pense que c'est un bon moment pour faire un état des lieux parce qu'ils ont eu plusieurs projets très différents. Certains qui s'inscrivaient dans des licences qu'on connaissait déjà, d'autres totalement nouveaux. Et donc, on commence tout de suite avec la 8e série, celle qui se place donc en dernière position, qui n'est d'autre que... Et oui, donc sans grande surprise, c'est She-Hulk qui rafle cette dernière place, qui est finalement la première. Globalement, c'était une purge à regarder. Je l'ai regardé un peu par dépit, personnellement, parce que ça a présenté un nouveau personnage qui s'est fait... mais tellement traché sur internet. Au pire, ne regardez pas. Je trouve que Marvel, particulièrement pour les séries avec des leaders féminins, se font généralement bien tracher sur la base de pas grand chose, alors qu'ils produisent de la merde, peu importe le lead de la série. Forcément, j'en attendais pas énormément grand chose de cette série, mais j'étais quand même curieux de savoir ce que ça pouvait amener, et globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est pas intéressant. Le scénario est éclaté. Évidemment, le CGI est horrible. Vraiment, le CGI de Hulk et même de l'Abomination était moins bien fait que celui de 2008 avec Tim Roth et Edward Norton. C'est à se demander, quand tu vois le budget de ces séries-là, tu te dis, mais où est-ce que vous trouvez de l'argent? On voit bien que normalement, on aurait dû aller en progressant. On est allé en régressant au niveau des visuels. Par contre, les combats impliquant Daredevil étaient plutôt pas mal. Et j'aurais presque préféré une série She-Hulk / Daredevil parce que l'épisode où ils team up, franchement, c'était vraiment pas mal. Le scénario était bien. On pouvait voir la contradiction des visions opposées de la justice quand on est super-héros, etc. Ça aurait pu être intéressant. Bien évidemment, ils n'ont pas du tout fait ça. Et c'est ça qui me frustre énormément avec cette série, c'est qu'il y a du potentiel. Parce que She-Hulk, l'actrice, joue bien. Moi, elle m'a convaincu. Les rôles secondaires sont vides d'écriture, mais ça, c'est pas leur faute. Leurs incarnations sont pas si mauvaises. La vie personnelle de She-Hulk est très peu intéressante parce que c'est un personnage qu'on découvre. Et en fait, ça m'a rappelé à quel point Spider-Man Far From Home, très bel accent, était pourri pour les mêmes raisons quoi. Spider-Man qui va abandonner le costume pour pouvoir serrer Zendaya, c'était pas intéressant, c'était pas pertinent, c'était long et ils ont essayé de faire comme dans Spider-Man 2 quand lui abandonne le costume pour passer sa vie avec Mary Jane. Disons que les attaches émotionnelles étaient déjà construites et c'était pas forcément bien. Et heureusement dans Spider-Man 2, il y avait un méga bon méchant qui était Dr. Octopus. Et en fait, avec She-Hulk, j'ai retrouvé un peu la même sensation de scénario vide de sens. Et après, c'est peut-être moi personnellement vraiment qui trouve que la vie amoureuse des héros ne m'intéresse pas. Marvel a vraiment de la difficulté à écrire des histoires d'amour qui ont du sens. Iron Man et Whitney Paltrow, je sais pas dire son nom, pareil, une histoire d'amour. Qui avait compris qu'ils se sont mariés par exemple? Eh ben je ne sais même pas s'ils se sont mariés parce que c'est dans une scène coupée. L'épisode d'introduction est lunaire, ça va à une vitesse. Regardez l'épisode, le montage est très mauvais, genre
Vraiment, ça passe très vite. Après, effectivement, il y avait des débuts de réflexion intéressantes sur ta vie personnelle parce que t'es envahi chez toi, etc. Quand t'es pas Tony Stark dans une tour, c'est quoi être un super-héros? Non, ils se sont arrêtés sur She-Hulk qui fait du Tinder. Bon, bof, c'est comme si personne n'avait fait aucun effort à aucun moment. Pour moi, ça m'apparaît comme un ressenti en termes de on s'en branle de la production. Vraiment, c'est pas grave, on va pousser ça, on va essayer de mettre le plus de projets chaque année. J'ai pas forcément été très déçu, mais j'en suis ressorti un peu le cerveau vide. Si on devait lui donner une petite note sur 10, elle aurait un solide 3 sur 10, 3,5 sur 10. À mon avis, ça n'aura aucun impact pour le reste du MCU. Et donc, on revient tout de suite après à la 7e série, et qui n'est d'autre que Falcon and the Winter Soldier, qui est marketingment parlant le pire nom possible. C'est très dur à dire et c'est pas parce que je suis francophone que je dis ça. Allez vous faire foutre, c'est beaucoup trop long à dire. Moi, j'avais des espoirs pour cette série parce que le personnage de Sam, je l'aimais bien. La légitimité qu'il avait, pour moi, elle était toute construite, elle était super bien parce que si on reprend toute l'histoire du MCU, bah en fait, Bucky, il est en constant combat avec lui-même et surtout avec Cap. Et honnêtement, si lui-même ne peut pas se faire confiance, pourquoi Cap lui ferait confiance pour lui passer le bouclier? Regardez Civil War et en vrai Sam est tout à fait un bon prétendant à ça. J'aimais bien le personnage de Sam, j'aime beaucoup le personnage de Bucky parce qu'il est torturé et on va pas se mentir, le postulat de départ de j'arriverai pas à le dire, de cette série, c'est de dire, eh ben en fait pendant le snap il y a eu des gens, ils ont eu d'autres vies et là en fait on veut les déplacer, il y a des camps de réfugiés, on va pas se laisser faire, on va se tabasser. Comment on peut construire une nouvelle image du Captain America? Parce que en fait Sam a décidé de renoncer au bouclier. Premier point négatif, pourquoi Sam renonce au bouclier? Mais les postulats de départ sont quand même intéressants et il y avait quand même des choses pertinentes. Cette série là n'est pas mauvaise, les combats sont vraiment pas mal, notamment il y a un combat quand ils se battent tous les trois, le méchant Captain America, Winter Soldier et Falcon dans un hangar, vraiment chorégraphie vraiment bien, quelques bonnes vannes, le rapport avec le Wakanda cohérent, le retour de Zemo cohérent, mais à la fin il y a rien. Et je pense que là le problème s'articule principalement autour de ça. On prend la dernière scène de Endgame où Captain America passe le bouclier à Sam, on prend la prochaine apparition, donc probablement dans Captain America New World Order, pareil, vraiment Captain America a fait des efforts au niveau des titres de Sam, et en fait t'as pas regardé la série, il s'est rien passé, puisque le propos de la série c'est juste comment Sam va accepter le bouclier qu'il a rendu. En fait, c'est que ça pose des questions intéressantes, ça les résout pas forcément, et en fait, à la fin, on a fait un grand tour. En fait, c'est pour ça qu'à la fin, on a une impression de vide, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on vient de regarder? C'était pas très intéressant. Et en fait, le problème que je trouve avec cette série, qu'on retrouve aussi avec She-Hulk dans une autre thématique, c'est qu'en fait, Marvel s'attaque à des sujets très complexes, qui demandent de la finesse d'écriture, qui demandent vraiment du temps, de la réflexion, des gens qui savent de quoi ils parlent, et ils t'enfoncent ça dans la gorge très vite, c'est très mal fait. D'une part, dans She-Hulk, c'est bien évidemment tout l'enjeu qui entoure le féminisme globalement, la place de la femme dans la société, une certaine dénonciation de la société patriarcale, etc. Tu te dis, mais les gars, mais c'est tellement mal amené. Par exemple, la série que je ne cesserai de recommander, The Morning Show, regardez cette série disponible sur Apple TV+. On se dit, mais en fait, c'est possible de faire vraiment des choses qui sont très bonnes et qui sensibilise, et on voit bien que le monde il est pas noir, il est pas blanc, il est gris, et qu'il y a des gens qui ont des intérêts et qu'en fait c'est très compliqué. Regardez cette série, vous comprendrez le point. Regardez She-Hulk, regardez Morning Show et vous verrez qu'on est capable d'aborder des mêmes thématiques, et il y en a dans un c'est très bien fait, dans l'autre c'est très mal fait. Par exemple, si on prend dans Winter Soldier and the Falcon, non c'est l'inverse, dans Falcon and the Winter Soldier, ils essayent d'aborder tous les enjeux qu'il y a eu autour du mouvement Black Lives Matter, et je crois qu'en plus l'épisode sortait à peu près au même moment que tout ce qui entourait les manifestations concernant le décès de George Floyd, et c'est très mal abordé. Et je dis pas que c'est mal abordé parce que c'est des thématiques qui peuvent être sensibles, etc. Non, c'est parce que ils devraient les aborder et ça peut être très bien fait. Si vous regardez l'épisode 16 de la saison 4 de Brooklyn Nine-Nine, très rapidement, parce que je sais pas s'il y a des gens l'ont vu, donc spoiler alert, Terry se fait arrêter donc uniquement parce qu'il est en jogging dans un quartier blanc alors qu'il vit là, un quartier où il y a que des blancs, et parce qu'il est noir. Et globalement, ça tourne un peu autour de ça, et à quel point en fait le système peut percevoir les gens juste par leur couleur de peau, et à quel point ça peut être très problématique, et c'est pas parce que tu fais partie du système que tu peux en être protégé. Moi cet épisode m'a tellement marqué parce que pour plusieurs raisons, parce que déjà j'ai trouvé ça d'une intelligence rare, et surtout c'était méga bien écrit. Dans une série très comique, dans une série qui se prend à la légère, etc., ils ont réussi à apporter des vrais enjeux de société, des vrais questionnements qu'on a sur des thématiques qui sont très complexes. Donc globalement c'est une série que j'ai pas retenu grand chose, que j'ai pas trouvé très intéressante, très pertinente, qui dénonce pas grand chose, qui apporte pas grand chose sur la table. Elle aura une note je pense aux alentours de 4,5 sur 10. Et donc tout de suite on passe à la 6e série, donc qui n'est d'autre que
Et oui, la 6ème série n'est d'autre que What If, cette série animée qui n'avait ni queue ni tête. What If, très rapidement, très intéressant, mais inutile à regarder. Au moins, ils avaient l'ambition de faire de la créativité. Ils ont essayé de tout lier à la fin, mais alors pour des raisons que j'ai pas manqué un épisode, clairement. C'était intéressant à voir, mais c'est vraiment une série qui est oubliable, comme les 2 précédentes. Et là, pour le coup, elle est reliée strictement à rien dans l'univers. Ils ont pas fait des dingueries au niveau de l'animation, ils auraient pu tester des styles d'animation vraiment différents, tenter des trucs, mais ça a pas forcément eu lieu. Globalement, je retiens pas quelque chose de négatif, pas quelque chose de positif, je le conseille pas. C'est un peu comme un coca sans bulle. Ça se boit, mais c'est pas ce qu'on aurait préféré boire en fait. Donc voilà, une moyenne de 5 sur 10, on passera. Et donc, on va pas plus s'attarder sur What If, on va tout de suite passer à la 5ème série, celle qui arrive en 5ème position dans notre classement, et il s'agit de Miss Marvel, série relativement décriée puisqu'elle est seulement notée 6,2 sur 10 sur IMDb. Quoi dire? Eh bien, Marvel a décidé de faire quelque chose et je ne peux pas lui reprocher, mais clairement, Miss Marvel est une série qui, personnellement, ne m'est pas destinée. J'ai une théorie que Marvel, par son biais de Disney+, développe maintenant beaucoup de productions parce qu'ils en ont quand même sorti beaucoup et que maintenant, ils vont chercher tous les publics cibles qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant. Et honnêtement, quand j'ai regardé Miss Marvel, je l'ai regardé sans grande conviction parce que bien évidemment ça s'était fait tracher sans aucune raison puisque personne n'avait encore vu la série au moment où ça s'est fait tracher. J'ai pas trouvé ça mauvais. Alors après, bien évidemment, c'est ça où il faut avoir un peu d'honnêteté, je pense, c'est que cette série ne m'était pas destinée parce que j'ai réfléchi un peu dans ma tête et je me suis dit honnêtement, cette série là, c'est vraiment Spider-Man. Genre dans le Spider-Man du MCU qu'ils nous ont présenté, c'est la même chose. C'est une fille qui est un peu nerd sur les bords, qui est entourée de gars encore plus nerds qu'elle, qui se font bully à l'école alors qu'ils sont beaucoup trop cool pour se faire bully. C'est très éloigné de ce que est à mon avis les gens qui sont bullies dans les écoles. Ils se retrouvent du jour au lendemain avec des super pouvoirs qu'ils n'ont pas demandé, mais en même temps ils admirent énormément les Avengers, ils veulent devenir comme eux. Dans le cas de Spider-Man, c'était un peu de devenir comme Iron Man. Là dans le cas de Miss Marvel, c'est de devenir Miss Marvel. Et effectivement j'aime bien Spider-Man parce que c'est un public cible, c'est une réalité que je connais un peu plus parce que je me remets plus dans le personnage. Et Miss Marvel, évidemment que je vais moins me retrouver dans son personnage que dans celui de Spider-Man. Donc profondément j'ai rien à dire parce que c'était pas mauvais, mais j'arrive pas à le juger parce qu'en fait ça me parle pas. La réalité qu'elle a ne me parle pas. Donc je peux pas dire c'est pas bon, je peux juste dire c'est cool, vous avez fait un truc qui s'adresse pas forcément qu'à moi, qui s'adresse à d'autres gens qui ont malheureusement pas l'habitude de voir des héros comme ça à l'appel. Moi j'ai trouvé ça quand même intéressant qu'ils essayent d'aborder les problématiques indo-pakistanaises qui sont rarement couvertes avec des acteurs qui parlent la langue, etc. Mais vraiment c'est une série qui ne m'était pas destinée, mais quand même à travers laquelle j'ai passé quand même des moments relativement agréables, j'ai pas eu envie d'éteindre ma télé. Donc vraiment c'est pour ça qu'elle est à peu près au milieu du classement, parce que je trouve qu'elle fait le lien entre ce qui est moyen et ce qui est bon et ce qui est très mauvais, parce qu'elle a un peu de tout en elle. Du coup ça elle fait un truc qui a fait de l'eau tiède. Je lui mettrais entre 5 et 6 sur 10 dépendamment de mon humeur. Non, on va passer aussi à la série d'après, notre 4ème série, qui n'est d'autre que... Et oui, c'est Loki qui arrive en 4ème place. Donc là, c'est un peu un pré-parti parce que Loki a été acclamé globalement. C'était à l'époque la 2e série qui sortait sur Disney+. Et surtout, c'est une série dont le capital sympathie de l'acteur est assez hors norme. Au début, quand je l'ai regardé, parce que elle aussi, j'ai regardé épisode par épisode et j'attendais les épisodes, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Au niveau des effets visuels, on a beaucoup critiqué She-Hulk, mais les fonds verts étaient assez présents quand même dans Loki. Ils font quelque chose qui est autant consommable sur téléphone malheureusement que sur ordi et sur télévision. Donc j'ai pas les stats, mais ça serait intéressant de savoir sur quoi consomment les gens Disney+, et je pense qu'ils gardent ça en tête quand ils font des productions, parce que Tom Hiddleston et Owen Wilson doivent pas coûter non plus $20 de l'heure. Loki, pourquoi elle arrive pas dans le top 3 des meilleures séries? Parce que l'histoire en tant que telle est bof quoi. Les acteurs jouent bien, le fait de voir les différents Loki qui fassent référence aux anciens Loki d'avant, ils ont vraiment fait des choses qui sont vraiment comme dans les comics. En fait le problème c'est que ça apporte beaucoup plus de questions que de réponses, et ils se sont mis les pieds dans quelque chose avec la TVA qui est quand même assez problématique, mais j'ai hâte de voir. J'ai très longtemps suivi Doctor Who. Écrire des choses dans le temps,
c'est compliqué. Et même Doctor Who, ils ont fait des beaux ratés dans leur histoire. Et là, en fait, d'arriver après 23 films, de dire finalement on peut remonter le temps, la question de pourquoi vous intervenez pas à tel moment, ou pourquoi vous faites pas ça à tel moment, ou pourquoi vous faites pas ça à tel moment, et arrive forcément sur la table. Et en regardant Loki, on se rend compte que probablement c'est manipulé donc par Kang. Donc comme ils ont annoncé les prochains films, et donc ça sera le grand méchant a priori, on se doute qu'il y a de la manipulation et que cette agence-là n'est que factice, ou en tout cas elle servait pas à grand chose. Mais justement, c'est tellement une supra-entité qui arrive après des choses horribles qui sont arrivées, après des enjeux très lourds, qu'on se dit bah bof, vraiment il fallait intervenir avant. C'est le même problème avec les Éternels, parce que voilà, votre raison de pourquoi les Éternels n'interviennent pas à cause de Thanos, pourri. Mais c'est ça, c'est que le scénario il est un peu mou quoi, il est un peu flasque. Peut-être que ce classement changera quand on aura la fin de la grande ère du multiverse chez Marvel, mais c'est vague, c'est flou. En fait, on a l'impression que toutes les séries Marvel que je vous ai présentées avant, ils prennent pas de risques parce qu'ils misent sur le fait que les gens vont peut-être pas forcément le voir, vont peut-être pas forcément en parler, et du coup ils veulent se dire que si on va quand même au cinéma, on pourra comprendre. Ce qui fait que les séries, t'as l'impression que tu peux les sauter si on te fait un résumé en 1.4 secondes, c'est-à-dire que Loki a disparu, il a été arrêté par une police du temps, puis finalement cette police n'existait pas, et il a rencontré le grand méchant là, le gars qui est là. En fait, on a l'impression qu'on pourrait résumer les séries un peu comme quand Thanos était présenté au fil des films avec les scènes post-crédits. On se dit bah ouais, mais en fait principalement l'histoire de Thanos, ils auraient pu en faire une série et ça aurait donné à peu près la même qualité et la même pertinence que ce qu'on a vu les 3 images par seconde. Globalement, la fin très prévisible personnellement, quand il revient, je me dis bah bien évidemment il est pas revenu dans la même réalité, ou en tout cas ils ont changé la réalité au point que c'est plus celle-là. De toute façon il est dans une réalité hors du temps a priori, mais finalement il est pas dans une réalité hors du temps puisque il a changé de réalité, puisque Sylvie. Vous voyez ce que je veux dire Il y a plein de questions et les voyages dans le temps c'est compliqué et faut préparer son auditoire à parler de ça. Mais ce que je veux dire c'est qu'en tant que série c'est bof, surtout si on s'en sert pas par la suite. Loki n'arrive pas sur le podium pour ces diverses raisons là et c'est peut-être un peu un caprice, mais peut-être parce que justement c'est Tom Hiddleston, j'en attendais plus, ou au niveau des scénarios j'en attendais plus, ou parce qu'on m'a vendu des voyages dans le temps et par ce que je connais, ce que j'aime bien, je me dis vas-y ça va être un banger, et ça l'était pas. Elle arrive quand même avec un bon 7 sur 10 cette série. Et donc maintenant on va commencer le top 3 et qui arrive en 3ème position. Et oui, en top 3, on retrouve Hawkeye. Moi, j'ai bien aimé Hawkeye. Je suis désolé. Moi, déjà, il faut savoir que dès que ça concerne Noël, moi, on va m'avoir par les sentiments. Et donc, ils m'ont vendu une série avec Hawkeye, qui, pour moi, a toujours été un personnage que j'ai beaucoup aimé parce que chacune de ses interventions était badass. C'était un personnage qui était un peu sous-travaillé, mais parce qu'il n'avait pas une très grande importance, mais qui était intéressant. Il y avait 2 gros défauts dans le personnage de Kai. De 1, d'où il y a une baraque, d'où il arrive à se retirer comme ça, d'où il laisse ses enfants comme ça, avec la mer très loin, etc. Enfin, tu te dis, mais ça m'a l'air un peu insécure, etc. Deuxièmement, il y avait aussi, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Ronin, d'où ça n'a aucune conséquence sur ta vie. T'as détruit la moitié des mafieux, ça n'aura pas de problème dans ta vie. Bof. Et en fait, Hawkeye vient répondre à ces deux choses-là. Au niveau du scénario, moi c'est ça que j'aime bien, c'est comme c'est un scénario de Noël, tout de suite ils ont invoqué la carte maîtresse de c'est considéré comme Noël, donc on va pas se prendre la tête, donc allez, vous pouvez rien dire, c'est feel good et on va pas chercher plus loin. Le personnage de Kate Bishop est bien évidemment le point faible de la série, elle parle beaucoup trop, elle est trop sûre d'elle, etc. Sa principale motivation c'est de vouloir devenir un super héros comme elle a vu à la télé, c'est un peu triste, mais ça c'est plus global à Marvel. Les effets spéciaux aussi de la série sont pas forcément ouf, mais bon, quand on voit She-Hulk et quand on voit même Loki, c'est pas le fer de lance de Marvel. La scène de fin, moi j'ai trop aimé, avec le grand sapin de Noël dans New York qui se tabasse, toutes les flèches magiques, chaque flèche qu'il envoie un truc différent, c'est stylé. Et bien évidemment dans Hawkeye il y a des facilités scénaristiques aussi, parce que Kate Bishop elle est hors pair, c'est déjà une agente spéciale du Shield, parce qu'elle est juste forte en karaté. Mais oui, bon, allez. Mais les scènes de combat sont bien, l'introduction de Kingpin est top, il y a vraiment des bons éléments, c'est feel good, il y a le décompte de Noël, qui va rentrer à Noël. Il arrive avec plein de cadeaux, alors que c'est impossible d'arriver avec autant de cadeaux dans la vie quand t'es préparé, mais encore moins quand c'est comme ça. Il a quasiment les mêmes défauts que toutes les séries d'avant, mais lui il respecte le contrat dès le départ. Et en plus on a un sidekick qui est un chien. Forcément c'est une bonne série. Il y a un chien qui mange de la pizza, putain. Et donc Hawkeye s'en sort avec la note très solide de 8 sur 10. Parce que moi je trouve que c'est mérité. Je m'en fous, mais c'est le cas. Maintenant, on va passer tout de suite au top 2. Bien sûr, ça aussi c'est un prix parti, mais je m'en branle parce que c'est vraiment bien.
Vraiment, Moon Knight, je n'en entendais rien du tout. Je ne connaissais absolument pas. Et devinez quoi, c'était génial. Et donc Moon Knight, c'est une série qui a été quand même bien notée, puisqu'elle a 7,3 je crois sur IMDb, et elle a été relativement appréciée. Mais c'est normal, parce que Oscar Isaac joue déjà tellement bien, tellement bien les amis, tellement bien. Il joue 3 persos différents. Comme pour Noël, n'allez pas chercher plus loin, mais moi, dès que ça parle d'Égypte antique, de trésors, etc., j'adore. Tout le monde joue bien. Layla joue super bien. Khonshu, Khonshu, ils ont pas fait d'effort au niveau de la voix. On dirait vraiment la même voix que Venom. L'histoire est bien, les méchants sont bien. C'est pas des méchants qui veulent être méchants, c'est des méchants qui opposent leur vision de la justice. Les questions philosophiques sous-jacentes derrière sont intéressantes, pertinentes. Et comme c'est des dieux égyptiens, c'est pour ça que c'est des questions pertinentes, parce que ça fait 5000 ans qu'on se les pose ces questions-là. C'est vraiment bon, les plot twists sont bons, l'épisode de l'asile est incroyable, c'est là on a beaucoup de révélations, on voit la 3e personnalité, combats entre les dieux sont bien, encore une fois CGI vraiment très bof, la musique est vraiment bonne, puis même Moon Knight il est grave stylé, et sa transformation moi je la trouve trop classe, parce que justement comme il est dans les toilettes, on voit toutes les vitres sur le côté, et on peut voir un dialogue avec lui, puis là il se transforme, il tabasse, incroyable, les pertes de mémoire sont bien gérées. Alors par contre, CGI horrible, mais animaux bien faits. La déesse hippopotame, incroyable. Et quand on voit le taf qu'ils ont fait sur le Roi Lion, ils ont une vraie maîtrise des animaux qui parlent. Donc vraiment, Moon Knight, de tous les points de vue, en dehors des effets spéciaux, vraiment, il n'y a pas de critique. Tout est bien. Tout est bien. Moi, je suis désolé, tout est bien. Tout est bien. Tout est bien. J'en attendais rien. J'ai passé un bon moment et j'ai hâte d'avoir une suite, quoi. Et donc, on arrive à un 9 sur 10, je pense. Un bon 9. Un 9 tous les jours. Et donc... dernière série, celle qui arrive sur le numéro 1, la meilleure série Disney+ actuellement, en janvier 2023, n'est d'autre que... La série qui arrive sur le podium, c'est WandaVision. Ironiquement, c'est la première série qu'ils ont sorti en janvier 2020, si je me trompe pas. Excellente série, parce que tout y est. Prise de risque par notamment un épisode 1 heure de la série télé. Hommage aux séries télé. Ils rentrent dans l'univers des séries télé en faisant un hommage à toutes les grandes aires de la télé. Simple comme idée, mais incroyable. Les 2 premiers épisodes d'ailleurs, où le premier épisode ont été tournés devant des live audience, jeu d'acteurs incroyable, que ça soit Wanda, que ça soit Vision, que ça soit aussi Agatha, plot twist exceptionnel, combat incroyable, les décors sont vraiment bons, les costumes sont travaillés de fou, ils arrivent à ramener d'une manière cohérente les costumes qui sont comme dans les comics. Ils ont réussi pour faire la révélation du grand méchant, de faire le pari d'une chanson tellement créative, tellement peu attendue, donc vraiment très bon. Introduction de nouveaux personnages, très bien. Captain Rambeau, moi j'ai vraiment envie de la revoir. Conséquence directe d'Infinity War, vraiment bien, pas forcément nécessaire dans la MCU puisque c'est vraiment Wanda qui fait son deuil, à part l'introduction de Vision, de White Vision d'un autre côté, on l'a toujours pas revu, donc à mon avis on va le revoir un jour. Puis on le voit bien dans Multiverse of Madness que ça confirme un peu ce que je voulais dire, qu'on peut tout résumer très vite, c'est-à-dire que dans Multiverse of Madness, il arrive et il dit non mais je suis pas là pour parler des événements de Westview, bon voilà, hop. T'as envie d'en savoir plus, va voir, mais ça n'aura pas d'impact. Ça prouve bien l'idée que toutes les séries sont pas intéressantes, sont pas nécessaires pour continuer à suivre le MCU, ce qui, à mon avis, se voit de plus en plus. Mais quand on voit WandaVision, ça peut rester quand même très bien. Point négatif, la blague de bonheur. Vraiment, nous ramener comme ça Quicksilver joué par le même acteur que dans la franchise X-Men qui n'appartenait pas à l'époque à Marvel pour remplacer entre guillemets Pietro, mais finalement c'était juste un gars qui lui ressemblait, qui était juste ensorcelé. Quel enfer, vraiment quel enfer. Et je pense que ça va être une des séries sur lesquelles on va le moins s'attarder parce que vraiment tout est bon, et si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être pour ça que Loki m'a un peu déçu, parce que je m'attendais à quelque chose au minima du même niveau que WandaVision, qui est excellentissime à tout bout de point, et Loki n'a pas réussi à tenir cette promesse là, et c'est peut-être pour ça qu'il n'arrive pas, à mon humble avis, auprès du podium, parce que justement j'avais des attentes. Et même si, comme je vous disais, au niveau du scénario ça ne mène à rien entre guillemets, parce qu'on fait une boucle, reste que ça reste très divertissant et très créatif. Et pour moi, c'est pour ça que cette série, pareil, elle a 9,5, 9 sur 10, mais disons que Moon Knight m'a plus surpris au niveau du scénario et WandaVision au niveau de la créativité. Mais plus globalement, c'est ça que j'en attendais de Disney+, c'est pour ça que les 3/4 des séries présentées ici n'ont pas réussi à amener quelque chose de pertinent, c'est de la créativité.
Disney+ devrait être la plateforme où Marvel tente des trucs. Et c'est pour ça que je vous mettrai en bonus la meilleure chose que j'ai vue produite par Marvel sur la plateforme Disney+, est un truc qui est passé un peu inaperçu je trouve, qui est Werewolf by Night, qui est une série, c'est pas une série pardon, c'est un court-métrage de 45 minutes qui donc est en noir et blanc total, qui est un truc d'horreur, qui se veut horreur genre années 70, entre années 50 et années 70 au niveau de l'ambiance que ça veut décrire, un peu ce genre de film d'horreur. C'est un vrai pris parti, c'est une vraie œuvre créative et moi j'ai trouvé ça incroyable quoi, qu'ils nous servent ça. Et en fait, vraiment la plateforme Disney devrait servir à ça. Tenter des choses, amener quelque chose de nouveau, et si ça se plante, c'est pas grave, c'est sur Disney+. Mettez-y quand même un peu de budget, mais mettez de la création, laissez libre cours aux scénaristes, laissez libre cours aux réalisateurs, aux acteurs, allez-y, et vous allez voir, ça va bien se passer. Malheureusement, ils se confortent dans une idée, dans un certain produit, exactement comme avec Miss Marvel. Ça a marché avec Spider-Man, on fait la même chose pour d'autres gens avec Miss Marvel, et on s'en fout, on recommence. Et c'est ça qui est vraiment décevant. Et moi, j'espère que dans le futur, Disney+ va apporter des séries, des projets plus comme WandaVision, plus comme Moon Knight et beaucoup plus comme Werewolf by Night. C'est vraiment dommage parce qu'ils ont des belles occasions, ils nous montrent que c'est possible de le faire et ils le font pas et ils choisissent la productivité, la quantité au-delà de la qualité. Donc voilà, ça fait pas mal le tour. On a jaugé donc les 8 séries plus donc le petit bonus de Werewolf. On a dit à peu près ce qu'on aurait aimé attendre sur Disney+, on a tiré des grandes conclusions de toutes ces séries là, on a fait des liens, on a aimé, on n'a pas aimé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, en tant que bon youtubeur, je t'inviterai donc à mettre un petit pouce bleu et aussi à t'abonner à la chaîne. Et en tout cas voilà, on essaye de se retrouver très prochainement. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.